Bonjour à toutes et à tous. Et merci à Mathieu, qu'on ne voit pas, mais qui chapeaute tout ça, de m'avoir invité ce soir. La présentation que je vais vous faire, c'est pas de la systématique au sens strict. Je vais pas parler de taxonomie, je vais pas parler de reconstruction phylogénétique, mais je vais parler d'évolution à l'échelle phylogénétique j'utilise la phylogénie dans ce contexte. Donc, c'est les résultats. Alors, désolé pour celles et ceux qui ont déjà vu cette présentation, je l'ai déjà donné pas mal de fois. C'est les résultats d'un postdoc que j'ai fait en Angleterre qui s'est terminé en 2019, donc ça fait un petit moment. Et l'objectif du projet, c'était de reconstruire l'évolution du génome, et en particulier de la duplication du génome des télostéens dans leur registre fossile. Donc les télostéens, on va commencer par là, c'est un groupe dont vous avez probablement déjà tous et toutes entendu parler. Donc c'est un clade de vertébrés qui est très diversifié morphologiquement, écologiquement. Voilà, je vais pas insister là-dessus. On va avoir des exemples assez extrêmes comme les hippocampes et les grands gousiers ou les poissons-lunes ou des choses comme ça. Et quand on regarde à l'extérieur des télostéens, les autres représentants du clade plus grand qui inclut les télostéens, c'est-à-dire les actinoptérygiens, ce qu'on appelle les poissons à nageoires rayonnées, on a finalement très peu de taxons. On a quelques exemples ici, les esturgeons, ce qu'on appelle les lépisostés, et puis les polyptères, et quelques autres choses. Mais voilà, ça représente assez peu de diversité par rapport aux télostéens qui sont très nombreux, et ça peut se voir ici sur ce camembert qui représente la diversité spécifique des vertébrés actuels. On a les télostéens qui représentent plus des 2/3, et les autres actinoptérygiens qui sont quasi anecdotiques en fait. Donc pourquoi est-ce que les télostéens sont si nombreux dans la nature actuelle par rapport à leurs groupe frères au pluriel? Et donc une proposition qui est assez souvent trouvée notamment dans les manuels et puis dans les plus anciennes publications, c'est qu'il y a des caractères, notamment morphologiques, qui ont permis aux télostéens d'être plus efficaces, d'avoir un avantage sélectif et donc de se diversifier plus que les autres. Un de ces exemples d'innovation clés, ça pourrait être par exemple la nageoire caudale qui est symétrique chez les télostéens. Ici à gauche en haut, vous pouvez voir un esturgeon, donc qui est un actinoptérygien non télostéen. Et la queue, vous voyez, le lobe dorsal est plus long que le lobe ventral. C'est donc asymétrique. Alors que chez un thon, qui est un télostéen, la nageoire caudale est symétrique. Donc, on considère que ça favorise notamment la nage. Un autre trait qui est spécifique, qui est une synapomorphie des télostéens, c'est la mobilité de leur mâchoire, en particulier la mobilité du prémaxillaire et du maxillaire par rapport au crâne, enfin par rapport au reste du crâne, et qui permet d'aspirer les proies notamment. C'est ce qu'on appelle du suction feeding. Donc ici, on a un exemple un peu extrême chez un labre de l'océan Indo-Pacifique, enfin de l'Indo-Pacifique. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va trouver en général chez la plupart des télostéens et qu'on ne trouve pas chez les autres actinoptérygiens. Donc encore une fois, peut-être un avantage sélectif lié cette fois-ci à l'alimentation. Et puis un troisième facteur qui a été découvert depuis assez tôt, dès qu'on s'est mis à faire des analyses de phylogénie moléculaire chez les vertébrés, c'est que les télostéens, dans leur ensemble, tout le clade possède ce qu'on appelle un génome dupliqué. Donc Laetitia en a un petit peu parlé juste avant. Les duplications du génome, ça existe un peu partout dans le vivant, chez les métazoaires également. C'est pourtant assez rare chez les vertébrés. Et finalement, le seul gros clade de vertébrés qui a connu par le passé une duplication complète du génome, c'est les télostéens. Donc, pour résumer un peu les choses, il y a probablement une duplication du génome à l'origine des vertébrés. Enfin, en fait, il y en a probablement deux. Et ensuite, il y en aurait eu une troisième, du coup, chez les télostéens. Et ça, on le sait depuis qu'on a notamment fait de la génomique comparée chez les télostéens modèles. À l'époque, c'était notamment les pufferfish, les fougous avec leur tout petit génome. Et on s'est rendu compte qu'en fait, par rapport aux autres vertébrés, ils avaient souvent deux copies des mêmes gènes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on sait depuis assez longtemps, et c'est devenu une hypothèse pour expliquer l'origine de la diversité des télostéens. Alors pourquoi avoir un génome dupliqué, ça créerait de la diversité? On peut imaginer par exemple qu'on a deux copies du même gène qui se créent,
Et parmi ces deux copies, l'une des deux copies peut diverger, créer des nouvelles fonctions, par exemple, où les chromosomes peuvent fusionner. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui se passent qui bricolent, entre guillemets, le génome et qui permettent de créer de la diversité génétique et potentiellement des nouvelles adaptations. Ça diminue comment dire, la pression sélective, puisqu'il reste toujours une copie du gène originel qui est toujours présente. Voilà, ça augmente la probabilité d'avoir des choses qui se passent dans le génome, du moins en théorie. Et donc, comme je l'ai dit, il y a une duplication du génome qui serait connue à l'origine des vertébrés, qui a été plutôt bien établie maintenant. Et ça existe dans plein d'autres taxons. On a parlé des angiospermes juste avant. Ça existe aussi chez certains arthropodes, également chez les esturgeons, qui sont des actinoptérygiens. Voilà. Et donc, si on se penche maintenant d'un point de vue un peu de l'évolution dans le temps, si on replace l'évolution de ces duplications du génome dans le temps, on a ici l'origine des téléostéens, ce qu'on va appeler en paléontologie le clone group, donc le groupe formé par les actuels, le clade formé par les actuels en l'occurrence, et ici les autres actinoptérygiens qui n'ont donc pas un génome dupliqué. On a donc, je vous ai montré des exemples, on a les esturgeons, les polyptères notamment, qui sont des animaux assez peu nombreux et assez mal connus en fait. Et donc chez les télostéens, on infère, vu que toutes les lignes actuelles, maintenant on le sait, ont un génome dupliqué, on infère que la duplication a eu lieu au moins chez l'ancêtre commun du clan groupe, du groupe formé par les télostéens actuels. Le problème, c'est qu'il y a un intervalle temporel assez important, ça c'est la paléontologie qui nous l'informe, il y a un intervalle temporel assez important entre l'origine du clan groupe, qui aurait eu lieu au Mésozoïque vers la fin du Jurassique, d'après le registre fossile, et la séparation entre les télostéens et leurs groupes frères actuels, qui est donc ce qu'on appelle les holostéens, c'est ces animaux-là en bas, Amia et les pisostés. Et donc cette séparation, elle a eu lieu plutôt à la fin du Paléozoïque, et donc il y aurait au moins 100 millions d'années de temps qui s'est écoulé entre la séparation entre les télostéens et leurs groupes frères et l'apparition des télostéens modernes. Donc pendant cet intervalle de temps, en fait, théoriquement, la duplication du génome aurait pu avoir lieu à n'importe quel moment, puisqu'on n'a pas de données génomiques sur le fossile. Alors, on a quand même quelque chose dans le fossile, c'est une série de clades éteints qui sont plus ou moins proches des télostéens actuels, et surtout qui sont plus proches des télostéens actuels que des non-télostéens, que de leurs groupes frères non-télostéens. Donc en paléontologie, c'est ce qu'on appelle un stem group ou des stems télostéens. Alors par définition, un stem group est paraphylétique, donc c'est pas un taxon qui va être valable en systématique, mais ça peut être pratique pour décrire la structure de l'arbre. Et donc la question que je me suis posée dans ce projet, c'est à quel moment en fait dans l'ensemble du clade qui inclut les télostéens et tous leurs taxons apparentés a eu lieu la duplication du génome. Est-ce qu'on peut replacer dans le temps cet événement de génomique? Alors le problème, hein, comme on l'a vu, c'est que là, on n'est que dans des taxons fossiles, donc on n'a pas de génome. Mais heureusement, on peut s'en sortir quand même, il y a des proxys de la taille du génome dans le registre fossile. Et ce proxy, c'est la taille des cellules. Ça fait un petit moment, depuis qu'on fait de la cytologie comparée, en fait, on s'est rendu compte que la taille des cellules et la taille du génome, alors à l'époque, on ne connaissait pas trop la taille du génome, mais la quantité d'ADN dans le noyau, on va dire, était corrélée. Et ici, on a des exemples alors c'est les globules rouges des vertébrés, les érythrocytes. On a certains vertébrés comme les dipneustes et les urodèles, ce qu'on appelle les salamandres, les tritons, etc., qui ont des très gros génomes, les plus gros génomes connus chez les vertébrés, et ils ont également des érythrocytes, des globules rouges qui sont énormes. Vous voyez, c'est vraiment un ordre de grandeur plus gros que chez d'autres vertébrés comme les anoures ou comme les oiseaux, par exemple, ou comme les télostéens. Alors, ce qui est rigolo, c'est que même chez les mammifères qui, vous le savez peut-être, n'ont pas de noyau dans leurs globules rouges, il y a quand même une corrélation entre la taille des globules rouges et la taille du génome. Donc c'est pas que lié à la taille du noyau. Donc là, on a d'autres exemples avec de l'imagerie avec des photos, quoi. Donc on voit vraiment une taille croissante avec la taille du génome qui est croissante. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche avec plein d'autres types cellulaires, ça marche même en dehors des métazoaires. Ici, on a une étude sur les cellules de garde des stomates alors je crois que c'est que des angiospermes, mais en gros, donc,
c'est les cellules qui encadrent les petits orifices dans l'épiderme des plantes, et plus le génome est grand, plus ces cellules sont grosses. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans tout plein de types cellulaires. Ça fonctionne aussi pour les cellules nerveuses, par exemple. Les urodèles, donc les salamandres, ont des très gros neurones, et du coup ont beaucoup moins de neurones par volume de cerveau que les autres vertébrés. Et ce qui est intéressant quand on fait de la paléontologie, c'est de trouver des cellules qui peut-être laissent des traces dans le registre fossile. Et il se trouve qu'on a les ostéocytes, c'est des cellules osseuses qui sont entièrement entourées par de l'os, donc qui peuvent potentiellement se fossiliser. Et il y a des études qui ont démontré que le volume plutôt des ostéocytes, enfin la taille des ostéocytes était corrélée avec la taille du génome chez les vertébrés actuels. Ici, on a une étude sur l'ensemble des tétrapodes, et ici chez les oiseaux en particulier. Donc, je vais parler plus spécifiquement des ostéocytes. Alors, c'est l'un des trois types, en fait, il y en a plus que ça, mais c'est l'un des trois types principaux de cellules osseuses, mais c'est les seuls qui sont à l'intérieur du tissu minéralisé. Donc, l'os, c'est constitué en grande partie de minéraux, et les ostéocytes sont complètement, finalement, encerclés par ce tissu minéralisé, forment des petites logettes à l'intérieur de l'os qu'on va appeler des lacunes ostéocytaires. Mais ça reste quand même des cellules vivantes, hein. Elles ont un peu une forme de neurones, vous voyez, en forme d'étoile, comme ça, avec le corps cellulaire, avec le noyau, qui forme cette logette, cette lacune ostéocytaire, et puis les ostéocytes sont reliés entre elles par un réseau de canalicules avec du cytoplasme qui se projette à l'intérieur. Et donc, on considère qu'elles ont tout plein de rôles dans la biologie de l'os. Et comme je l'ai dit juste avant, les ostéocytes, ou du moins les lacunes ostéocytaires, se fossilisent assez bien en général. Donc, quand on fait des lames minces sur de l'os fossile, on va voir ces petites cavités laissées par les ostéocytes. Et du coup, ça, assez tôt, des paléontologues se sont dit ah ben cool, on peut utiliser les ostéocytes pour estimer la taille du génome chez des taxons fossiles éteints. Et par exemple, ici, on a une étude de 1972, donc c'est pas tout jeune, qui a fait ça chez les dipneustes pour essayer de voir si les dipneustes fossiles les plus anciens avaient un aussi gros génome que les dipneustes actuels, et apparemment, c'est pas le cas, leurs ostéocytes sont plus petits. Il y a aussi eu des études sur les dinosaures qui ont mis en évidence que les oiseaux qui ont un génome assez petit pour des vertébrés, il semblerait que le génome des dinosaures non-oiseaux, notamment les théropodes, était aussi petit. Donc c'est quelque chose qui existe avant, qui est une exaptation, peut-être, on pourrait dire, et c'est pas lié à notamment la variation du vol chez les oiseaux. Donc tout ça, c'est le constat de départ. On a cet arbre hypothétique où on a toutes ces lignées de télostéens, de systèmes télostéens, on va dire, même si le terme est pas super, et qui sont entièrement éteints et pour lequel on peut essayer d'inférer la taille du génome. Mais il y avait un premier obstacle dans cette étude, c'est est-ce que c'est possible de faire ce genre d'étude chez les télostéens parce que ça n'avait jamais été tenté. Donc déjà, est-ce qu'on peut utiliser les ostéocytes chez les télostéens? Et ça, c'est une vraie question parce que il se trouve que les télostéens ont une particularité parmi les vertébrés, c'est que beaucoup de télostéens n'ont pas d'ostéocytes, n'ont pas de cellules à l'intérieur de l'os. C'est ce qu'on appelle de l'os anostéocytique ou de l'os acellulaire. Mais c'est pas le cas de tous. Il y en a certains qui ont quand même des ostéocytes. Donc en haut, on a un tilapia qui a pas d'ostéocytes dans l'os. Et en dessous, on a une carpe qui a des ostéocytes. Donc on les voit ici avec leur petite forme d'étoile et les canalicules qui les relient entre eux. Et donc, j'ai fait une étude qui est parue en 2019, où j'ai optimisé la présence et l'absence des ostéocytes sur une phylogénie moléculaire datée. Et on a pu confirmer que les ostéocytes étaient en fait un caractère à l'état ancestral chez les télostéens et chez les actinoptérygiens dans leur ensemble. Et en fait, c'est perdu au sein d'un clade. Donc, tant mieux, ça veut dire que si on s'intéresse au stem group, encore une fois, paraphylétique des télostéens, qu'on a ici, on va être chez des taxons qui ont de l'os cellulaire, donc où on peut utiliser leurs ostéocytes. Voilà, donc c'est des structures qui sont disponibles pour faire de la paléogénomique. La deuxième question, c'est est-ce que ça marche chez les télostéens, ces corrélations et tout ça? Pareil, c'est quelque chose qui n'avait jamais été testé pour les ostéocytes des télostéens. Et ce qu'on a fait, on a voulu avoir vraiment le jeu de données le plus fiable possible, parce qu'il faut savoir que les autres études de paléogénomique qui se basent sur la taille des ostéocytes utilisaient ce qu'on fait classiquement en histologie osseuse, des lames minces
et donc des coupes à l'intérieur d'os. Donc on avait quelque chose comme ça avec ces petites choses noires là qui sont en fait des coupes des cavités, des lacunes ostéocytaires. Le problème, c'est que selon l'angle dans lequel on coupe ces lacunes, ben, on va avoir du mal à estimer le volume parce que selon le plan de coupe, ça ne va pas du tout donner la même surface. Parce que c'est des structures qui ont tendance à être aplaties dans différents axes. C'est une forme de panini un petit peu, aplati comme ça, allongé, et enfin voilà, vous voyez l'idée. Donc ce qu'on a fait, on s'est dit, il vaudrait mieux faire de la 3D. Et donc je me suis associé avec Sophie Sanchez, qui est une ancienne collègue qui a fait sa thèse au MNHN et qui maintenant travaille en Suède. Et elle a développé, grâce à de l'imagerie synchrotron, donc à très haute résolution et avec un très bon contraste, des méthodes pour imager les lacunes ostéocytaires à partir d'os actuels comme fossiles. Donc voilà, ici en haut on a un exemple sur un amphibien actuel et en bas sur des placodermes, donc des vertébrés fossiles très anciens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces méthodes-là, on a des logiciels qui permettent de reconstruire donc en 3D les lacunes. Chaque petit point, c'est une lacune ostéocytaire. Et ce code couleur-là représente le volume. Donc plus on est dans les couleurs chaudes, plus la lacune ostéocytaire est volumineuse. Donc plus la cellule est volumineuse. Donc pour avoir ces données, on a été au synchrotron. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça marche, mais en gros, c'est comme un CT scan de labo, mais avec des propriétés particulières qui permettent d'aller à plus haute résolution avec un meilleur contraste et des données de meilleure qualité. Et il se trouve qu'il y a un synchrotron de nouvelle génération à Grenoble, en France, c'est le SRF, le synchrotron européen, donc c'est pratique. Et on a utilisé dans l'échantillon des actuels de télostéens et des actuels de non-télostéens pour essayer d'avoir la comparaison entre les taxons à génome dupliqué et à génome non dupliqué. Et évidemment des taxons fossiles, des différents clades actuels, mais aussi de ces différents clades éteints qui peuplent l'arbre entre la divergence des télostéens et de leurs frères et l'apparition du clade actuel. Alors, juste pour donner des exemples, pour visualiser un petit peu qu'est-ce que c'est que ces lignées fossiles de stèmes télostéens, on va avoir toutes sortes de bêtes. On va avoir par exemple ici, dans les pachycormidés, on a des animaux du Mésozoïque qui étaient certains géants, certains étaient en fait l'homologue écologique des baleines à fanon actuelles, donc des animaux qui se nourrissaient de plancton et qui faisaient plus d'une dizaine de mètres. On a également des prédateurs et puis également des choses un peu, on va dire, qui ressemblent un peu à des télostéens généralisés, on va dire, d'un point de vue morphologique. Et donc voilà, c'est l'échantillon que j'avais pour cette étude, donc un assez gros échantillon d'actuels et de fossiles. On a scanné tout ça au synchrotron en se concentrant sur toujours les mêmes os pour éviter qu'il y ait de la variabilité liée à la position dans le squelette, mais également pour une espèce, la carpe, on a pris 10 os différents à différents endroits du squelette pour justement voir s'il y avait une variabilité qui pouvait faire un biais. Et donc ça, c'est le genre de résultat qu'on a. Donc ça, c'est les données, on va dire... Alors, c'est pas les données brutes, mais c'est les données reconstruites à partir des radios. Et on a ces petits ostéocytes ici qu'on voit très bien avec leur canalicule. Et quand on reconstruit ça en 3D, on a un magnifique volume avec toutes ces structures colorées là qui sont des lacunes ostéocytaires. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on est dans les couleurs chaudes, plus les cellules sont volumineuses. Ce qui permet d'avoir une distribution de la taille des cellules. En général, c'est une distribution normale, donc c'est plutôt pratique. Pour estimer la taille et pour la comparer avec les autres taxons, on a juste à prendre le mode de la distribution normale et ça marche bien. Donc, quelque chose qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a de la variation à l'intérieur de l'os, notamment au niveau de la croissance. Plus l'os grandit vite, plus les cellules sont volumineuses. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Du coup, on a fait une espèce de carotte à l'intérieur des os pour tenir compte de toutes ces couches avec des volumes différents. Il y a une variation intra-individuelle, comme je l'ai dit, avec certains os qui tendent à avoir des cellules plus volumineuses que d'autres. Et évidemment, pour pouvoir corréler avec la taille du génome, on s'est basé sur des bases de données de taille de génome. Donc il y a l'Animal Genome Size Database qui est très pratique pour ça, et en particulier bien fourni pour les actinoptérygiens.
Et ça permet de faire une régression entre la taille du génome et la taille, entre la taille connue du génome et la taille le volume des lacunes ostéocytaires. Et donc, ça, chez les actuels, et on met en évidence qu'il y a bien une corrélation entre les deux. On peut voir ici, avec en particulier les taxons qui sont polyploïdes. Donc, il faut savoir qu'au sein des télocéens, il y a quelques groupes comme les saumons, par exemple, qui ont eux-mêmes fait des duplications secondaires. Et donc, ils tendent à avoir des cellules vraiment plus grosses que les autres. Donc, quand il y a eu une polyploïdie récente, les cellules sont plus volumineuses. Quelque chose qui nous a assez frappé, c'est que finalement, la taille du génome et des cellules osseuses n'est pas forcément plus grande chez les télostéens que chez les non-télostéens, alors que les télostéens ont des génomes dupliqués, donc devraient normalement avoir des génomes plus gros. Et en fait, certains télostéens, comme les tétrodons, les foubous, ont les plus petits génomes connus chez les vertébrés. En fait, ce qui s'est passé, et ça a été démontré par des études de génomique comparée et de la modélisation, c'est qu'après la duplication, il y a probablement une réduction progressive de la taille du génome. Donc, le génome est d'abord 2 fois plus gros, puis progressivement devient de plus en plus petit, voire même plus petit qu'il ne l'était avant la duplication. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en évidence à partir de ce jeu de données de cellules fossiles, puisqu'on a une série temporelle, ce à quoi on n'a pas accès avec l'actuel. Donc là, je remontre que les cellules des taxons polyploïdes sont nettement plus grosses. Et voici les résultats de l'étude paléogénomique, enfin. Donc, on s'est basé sur une phylogénie faite, entre guillemets, à la main, c'est-à-dire que j'ai reconstitué un arbre à partir de différentes études phylogénétiques qui se basaient sur différentes parties de l'arbre, tout simplement parce qu'il n'existe pas d'analyse phylogénétique qui inclut l'ensemble de ces taxons ensemble dans la même matrice. Voilà, donc j'ai expliqué mes choix de topologie dans les matériels et méthodes, enfin dans les données supplémentaires. Et ça, c'est les données de mesure des cellules osseuses en 3D que j'ai obtenues, et on obtient des résultats assez visibles rapidement. Donc par exemple, ici, chez les taxons les plus anciens, qui proviennent du Jurassique inférieur, on a tendance à avoir des cellules plus grosses, que ce soit chez les non-télostéens, dans le stem group, ou chez des télostéens modernes dans le cran group. Les cellules ont tendance à être plus volumineuses chez les taxons plus anciens que chez les taxons plus récents. Donc ça irait dans le sens de ce que j'ai dit antérieurement à propos de la réduction de taille du génome post-duplication. Et si on optimise sur cet arbre la taille des cellules qu'on observe, en reconstruisant également au nœud un état ancestral probable, on se retrouve avec cette figure-là, où on a donc ici très visiblement les taxons modernes avec un génome dupliqué secondairement, donc les saumons par exemple, qui vont avoir vraiment des cellules plus grosses, et donc on peut ici placer leur duplication, leur événement de polyploïdie. Et comme je l'ai dit, les télostéens les plus anciens tendent à avoir des cellules plus grosses, qui en fait sont en termes d'ordre de grandeur de taille dans le même ordre de grandeur que les actuels qui sont polyploïdes. En revanche, on peut même suivre ça dans le temps, on voit qu'il y a une diminution chez les taxons plus récents. Et là, c'est sans considération phylogénétique, juste temporelle. Et donc, si on replace ça, pour le coup, dans un contexte phylogénétique, on se rend compte que, à l'état ancestral reconstruit, hypothétique, on a un génome plus gros chez l'ancêtre commun à tous les télostéens, ce qu'on appelle le total group, donc le clade actuel plus les différents clades fossiles qui sont plus proches du clade actuel que de son frère actuel. Et on a une diminution progressive de la taille du génome chez les ancêtres communs, de moins en moins inclusif, donc quand on se rapproche du nœud formé uniquement par les actuels. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette diminution progressive de taille du génome, elle semble s'observer indépendamment chez différentes lignées. Donc on a ça chez les télostéens actuels, et peut-être même au sein de différentes lignées de télostéens actuels, mais on a également ça chez certains taxons fossiles, entièrement fossiles. Ici, on a cet exemple, c'est les ichthyodectiformes qui s'éteignent au Crétacé supérieur, et il semblerait que les plus anciens aient eu un génome plus gros que les plus récents, donc
cette diminution progressive de la taille du génome, c'est quelque chose qui aurait été itératif dans les différentes lignées. Et donc, à partir de ces données, on peut reconstruire, ici, là où il y a la grosse étoile rouge, que la duplication du génome des télostins aurait eu lieu chez l'ancêtre commun du total groupe des télostins, donc toutes les lignées plus proches des télostins actuels que de leur groupe frère actuel. Et en termes temporels, ça aurait eu lieu à la limite Permien-Trias, probablement, donc au plus tard au Trias. Donc il y a environ 250-240 millions d'années. Donc c'est quelque chose finalement de très ancien. Et c'est assez surprenant, puisque quand on regarde plus dans le détail la morphologie de ces anciens téléostéens qui auraient donc eu un génome dupliqué, ils ne possèdent pas les synapomorphies des télostéens modernes, notamment la symétrie de la nageoire caudale ou la mobilité du prémaxillaire, dont j'ai parlé plus tôt. C'est des caractères qui apparaissent plus tard dans la phylogénie des télostéens. Et également d'un point de vue, on va dire, écologique et de diversité d'espèces, en fait, les télostéens ne deviennent pas plus diversifiés dès la duplication du génome. Au contraire, ça arrive bien plus tard, une centaine de millions d'années plus tard, et pendant une bonne partie du Mésozoïque, alors que les télostéens avaient déjà connu a priori une duplication du génome, c'est plutôt leurs groupes frères, les holostéens, qui sont très rares dans l'actuel, qui étaient plus nombreux dans le registre fossile et également plus disparates d'un point de vue de diversité de formes. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que finalement, la duplication du génome ne semble pas avoir de lien avec la diversification du groupe. Et peut-être même qu'elle aurait eu un effet inverse, un effet stabilisateur, qui aurait fait que les télostéens ne se seraient pas diversifiés avant des centaines de millions d'années plus tard, après avoir un peu bricolé, après avoir réduit la taille de leur génome, et pour donner lieu à la diversité qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est déjà pas mal. Donc, on a pour la première fois, il me semble, chez les télostéens, utilisé une approche de paléogénomique, entre guillemets, puisqu'on n'a pas vraiment séquencé de génome, mais ça nous a permis quand même d'estimer la taille du génome chez des taxons entièrement fossiles et d'inférer la taille du génome chez les ancêtres communs, ce qui permet de mieux comprendre quand a eu lieu la duplication du génome et de faire le lien avec l'évolution des caractères et l'évolution des taxons en termes de diversité, en termes de disparité, etc. Et voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci, Sexy Donald. Non, travail sexy. Tiens, il y a Longo qui dit quoi? Est-ce que tu as fait des corrélations entre taux de spéciation estimés à partir de ces arbres et taille du génome? Non. Les taux de spéciation, ils ont été estimés à partir de données fossiles, enfin à partir de plein de paramètres, à partir du nombre de divergences dans l'arbre, du nombre d'espèces, de la disparité des espèces, donc avec des méthodes morphométriques et tout ça. C'est pas moi qui ai fait ces études-là, ça a été fait avant. Et non, il n'y a pas on n'a pas essayé de corréler les deux. On y a pensé, mais en fait, ça aurait probablement pas donné grand-chose. Enfin, le principal problème, c'est que c'est très indirect, puisque là, ce qu'on a dans mon arbre, c'est la taille des cellules, c'est pas la taille du génome en elle-même. Donc ouais, je pense que c'est ça que je voulais dire. Hein. Ça voudrait dire corréler des choses qui sont pas nécessairement corrélées en elles-mêmes, en fait. Bah attends, tu fais quand même l'hypothèse que la taille du génome, ces pulses, enfin, l'augmentation de ton volume là, eh ben, les pulses seraient de la duplication, qu'après tu as une réduction, tu vois, graduelle. Ouais. Donc tu pourrais quand même imaginer. Oui, mais la corrélation, elle n'est pas non plus parfaite entre la taille des cellules et la taille du génome. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, ça va pas faire un lecture. Hein. Non, ça va faire un PNAS. Donc du coup, c'est moins bien. Hein. Donc du coup, ça semblait un peu, ouais. Si on avait vraiment estimé directement la taille du génome et si on avait mappé ça sur une phylogénie, on aurait probablement rajouté une source d'erreur énorme. Et alors derrière ça, en plus, corrélé avec d'autres paramètres, ça aurait été encore pire potentiellement. Mais ouais, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais d'un point de vue
ça donne trop envie de le faire sur plein d'autres groupes pour voir si ça marche. Bah ouais, et d'un point de vue purement corrélation, si on veut, entre l'arbre que je trouve d'un côté et les taux d'évolution, alors là, vous voyez, c'est de la variance, donc c'est vraiment morphométrique, qu'on trouve de l'autre, bah, bon, il semble quand même que ce soit pas corrélé, quoi, que la duplication a eu lieu bien avant la diversification. Mais ça c'est vrai que c'est pas l'hypothèse à Géraud, quoi. Enfin, tu t'attends à ce que quand bah, tu vois, Ça marche aussi, pardon, ça marche aussi pour la cladogénèse, hein, c'est ce que je sais pas si c'était clair. Ça marche pour la disparité morphométrique, mais ça marche aussi pour la cladogénèse, pour le nombre de branches qui apparaissent, du moins sur la base du registre fossile. Est-ce que tu t'attends à ce que si tu as une duplication, tu vois, très rapidement, on peut s'imaginer que les copies de gènes, elles vont soit diverger par rapport, enfin, entre elles pour créer des choses, soit tu vas avoir, enfin, toi, tu te dis que potentiellement, en plus, dans chaque tissu, il y a des expressions différentielles. Tu t'attends à ce que ça varie plus fort d'un coup. Oui, Avec la perte, avec la... on s'y attend, mais en fait, quelque chose que j'ai pas détaillé par manque de temps, c'est que il y a des études préliminaires qui ont été faites, par exemple, chez les salmonidés actuels. Donc, comme je l'ai dit, les salmonidés, c'est une famille de télostères dans laquelle on a une duplication du génome récente, plus récente, qui date probablement du Cénozoïque, donc peut-être 60 millions d'années. Et chez les salmonidés actuels, il n'y a pas particulièrement de diversification plus importante que chez les autres taxons proches. Et ça, on peut mieux s'en rendre compte, puisque comme c'est une duplication plus récente, on est peut-être encore dedans, dans la phase que tu décris, où il y a justement tout ce bricolage génomique. Et puis, il y a aussi des études qui ont été faites chez d'autres taxons, d'animaux notamment, qui ne semblent pas montrer de lien, voire même une corrélation inverse entre duplication du génome et, enfin, entre polyploïdie, on va dire, et diversification phylogénétique et ou morphologique. Ouais, non, ouais, ça amène de la stabilité. Peut-être. Alors, ouais. Non, mais il y a plein d'hypothèses, j'imagine, quoi. Là, c'est pas de la duplication, mais on a l'exemple chez les vertébrés des dipneustes et des urodèles qui ont des génomes énormes. Alors, c'est pas de la duplication, c'est plus de l'accumulation de copies de gènes, de séquences non codantes, etc. Et où c'est des taxons qui sont absolument pas disparates dans la nature actuelle. Au contraire, ils sont probablement très similaires à des taxons du même clade qui existaient il y a des centaines de millions d'années. Donc, c'est peut-être qu'au contraire, avoir des gros génomes, c'est quelque chose qui aurait un effet stabilisateur sur l'évolution, mais c'est peut-être plus quelque chose qui pourrait se faire à grande échelle, pour le coup. Se tenter d'être corrélé à grande échelle. Oui, non, mais ça make sense aussi, hein, qu'à un moment donné, tu as une fonction, si tu as deux gènes qui peuvent remplir potentiellement un peu la même fonction, si tu t'en écartes, tu as la deuxième copie qui n'a pas une nouveauté, qui fait le taf précédent. Et donc, ouais, non, mais les deux ont dû... Il y a peut-être un effet de dosage aussi qui ferait que du coup, ce serait plus efficace d'avoir deux copies d'une même protéine, enfin d'un même gène codant pour la même protéine, par exemple. Mais enfin, il y a toute une littérature là-dessus, il y a plein d'hypothèses, aussi pour expliquer la corrélation entre taille des cellules et taille du génome. Et c'est beaucoup d'hypothèses ad hoc en fait, parce que on a une grosse partie du registre de l'évolution qui n'est pas disponible, on a des grosses divergences entre les taxons, etc. Donc voilà. Ouais, clairement, ça donne trop envie, notamment pour le registre fossile. Enfin, moi là, je pense paléontologie, mais la relation, du coup, cette relation volume et taille du génome, si ça marche à grande échelle, c'est quand même assez chouette. Ça marche, comme je l'ai dit, ça marche chez plein de taxons. Pour l'instant, à ma connaissance, et inféré du génome, la taille du génome chez des taxons fossiles, ça s'est surtout fait chez des vertébrés, parce que les ostéocytes, c'est facile d'accès. Il y a eu des études qui ont visé à essayer de voir si c'était faisable chez les plantes terrestres, notamment en regardant la taille des stomates. Il y a des fossiles où on trouve l'épiderme des plantes, et notamment les stomates. Je ne sais pas s'il y a eu des tentatives sur les cellules de la... comment dire, du bois, enfin par exemple dans des charbons ou des choses comme ça. Letty, ouais, parce que Letty, elle en parle un peu sur le chat là. Letty, il y a des trucs là sur la taille des cellules et le génome? Pas à ma connaissance. Non, enfin,
Ouais. Pas sur les... Mais c'est ce qu'on disait dans le chat, la taille des cellules végétales est hyper contrainte. C'est ça, ouais. Et la taille du génome peut varier drastiquement avec le niveau de polyploïdie. Y a des plantes, il y a des espèces de plantes chez qui on trouve des niveaux de polyploïdie jusqu'à x16 dans la même espèce, et ça m'étonnerait que les cellules d'une plante, enfin de deux plantes de la même espèce varient en taille. Ah si, genre les cellules de garde des stomates, elles changent de taille. Si tu prends des maïs polyploïdes et des maïs... Ouais, mais c'est chelou, les cellules de garde, elles sont cheloues. Bah, peut-être que justement, parce que, comme je suis d'accord avec toi, les cellules végétales ont tendance à être plus structurelles que les cellules animales, et peut-être que justement, les cellules de garde des stomates, elles ont une fonction mécanique et tout ça, mais peut-être qu'elles ont que leur forme, et du coup leur taille n'est pas contrainte particulièrement, alors que les cellules du bois ou du phloème ou je sais pas quoi sont contraintes, puisque c'est des cellules qui ont un rôle de transport, de structure. Ouais, je demanderai j'ai un copain qui bosse sur l'évolution des stomates. Il y a aussi les grains de pollen, il me semble, où il y a eu des corrélations qui ont été faites avec la taille du génome. Bah alors, la taille du génome, la taille d'un grain de pollen d'Arabidopsis change pas avec le niveau de polyploïdie, en tout cas. D'accord. Mais à voir. Mais ouais, les plantes, je pense pour le coup que les plantes seraient plutôt une exception bizarre, parce que il y a la paroi cellulosique, etc. Parce que apparemment même chez les chez les eucaryotes unicellulaires, il y aurait une corrélation taille du cellule, taille du génome. Il y a par exemple des ciliés qui sont polyploïdes, qui sont plus gros que ceux qui sont pas polyploïdes, etc. Et puis chez les métazoaires, c'est vraiment quelque chose qui est très bien caractérisé. Je parlais des cellules nerveuses, pourtant on pourrait penser que les cellules nerveuses sont très contraintes aussi, puisqu'elles se connectent les unes aux autres. Et en fait, les cellules nerveuses des vertébrés, notamment à plus gros génome, sont plus grosses. On se demande quel impact ça a sur le fonctionnement du système nerveux. Enfin, les salamandres qui du coup ont moins de cellules nerveuses que les autres vertébrés. Est-ce que du coup elles sont plus débiles, ou est-ce que c'est compensé par le fait que les cellules soient plus grosses, donc ont plus de connexions? Enfin voilà, c'est plein de questions qui sont assez ouvertes encore. Moi je citais un papier sur des hyménoptères rikiki qui ont perdu le noyau de leurs neurones, tellement ils sont petits. Voilà, oui, en plus il y a toutes les questions de miniaturisation qui sont bizarres aussi. Ouais, Dans la méiofaune, ça semble la taille du génome semble réduire avec la taille de l'animal. Peut-être qu'il y a une boucle de rétroaction entre les deux, quoi, entre la taille corporelle, la taille du génome. Du moins quand on est sur des cas limites. Je pense pas, chez les gros animaux comme les vertébrés, il semble pas que la taille corporelle soit corrélée avec la taille du génome. Par contre, chez des tout petits animaux comme certains métazoaires ou des unicellulaires, là c'est probable qu'il y ait peut-être une pression sélective sur la taille du génome par rapport à la taille corporelle ou l'inverse. Voilà. Bon, c'est un proxy intéressant. Comment tu perds les copies? Alors là, je suis pas spécialiste de l'évolution du génome non plus, mais tu peux avoir, comme tu as 2 copies de chaque gène, tu peux avoir tout simplement de la dérive génétique, c'est-à-dire que comme tu as 2 copies qui produisent la même protéine, ou des protéines très proches, si tu as une mutation qui fait que le gène devient plus fonctionnel sur l'une des 2 copies, c'est pas très grave. Donc du coup, ça fait que par dérive génétique, tu vas avoir des copies qui vont tendance à se perdre. Ou alors, tu as tout simplement l'une des 2 copies qui va muter tellement que ça va devenir un autre gène qui va produire une autre protéine, ou qui va avoir une autre fonction régulatrice. Et alors, coup, ça va plus être, entre guillemets, le même 2 copies du même gène, ça va être 2 gènes différents. Ça, c'est quelque chose. Tu peux avoir si ça, on a parlé à propos du cytochrome, des enjeux. Donald, tu peux avoir tes gamètes qui commencent à avoir une vie propre, et puis qui... Comment ça? Tu perds une copie. Imaginons que tes spermatozoïdes se mettent à vivre indépendamment de toi, et de pas se reproduire, et puis tu vois, ça, serait une solution également. Ouais, mais t'as des exemples de ça ou... Il faut les trouver, c'est tout. Il faut être créatif avant n'ignore pas mon hypothèse. D'accord. Et je change vite fait de sujet, mais est-ce qu'on pourrait pas faire, moi j'aimerais bien un truc, si quelqu'un est motivé,
à mesure que les cafés Systema se passent, on construit un arbre phylogénétique avec tous les taxons dont on a parlé. Et en fait, cet arbre s'agrémente au fil des cafés Systema et ce serait l'image de fin, tu vois, de chaque café Systema. Comme ça, au bout d'une année, on pourra dire, bah voilà ce qu'on a, tu vois. Comme ça, on pourrait aussi se battre sur quels sont les taxons qui ont été surreprésentés, dadadi, dadada. Enfin, c'est super, non? Mais je vais vous parler de gastrotriche, mais que de ça, pour que l'arbre soit bien représenté. Bah après, peut-être qu'on censurera tes chroniques, Nico. Ah non, vous allez pas censurer les gastrotriches, c'est déjà le cas. On va pas avoir 50 000 talks sur des coléos à la con, non? Les paraît nématodes, bien. c'est Oui, super moi- intéressant, les nématodes. moi, Ça me suis paraît contre- bien comme idée, ouais. Je suis contre qu'il Ouais, y ait ouais. une corrélation du nombre de talks par nombre d'espèces. Sinon, on n'aura que des talks sur les coléoptères et les nématodes et les bactéries, ça va pas le faire, quoi. Non, non, mais on n'est pas, Et on est pourquoi pas obligé pas d'avoir un niveau. On peut, tu vois, genre, à partir du moment où il y a plein de talks sur sur les coléoptères, hop, on met un nœud coléoptère, un basta. Non, c'est cool comme idée, je trouve. C'est cool. Bon, bah, Mathieu, tu t'en occupes? On met la tête du coup du présentateur à côté à chaque fois. Ah là là. Mais ben Mathieu, il était, on le voyait pas aujourd'hui, mais c'est parce que il pouvait pas avoir de caméra. En tout C'est cas, la régie, quoi. Mathieu d'avoir assuré l'aspect technique, l'orga et tout, c'était top. Est-ce qu'il y a encore des questions, des trucs, ou peut-être on va bientôt clore? Des taraxacum. Ouais, bonne question. Comment on dessine de la profondeur? Faudrait y réfléchir. Hein. Ah, mais Par attends, exemple, on voit. Ah, mais sur le retour, j'avais pas vu. Ah oui, mais on ne voyait pas tous. Oui, désolé, c'est parce que j'avais pas fermé ma fenêtre. Ah, bravo. Ah bah, c'est la sobriété énergétique. T'y es pas, hein. Non. C'est pas très Valérie Masson Delmotte, tout ça. Bah, on décide Mhm. de la profondeur au fur et à mesure, non? C'est évolutif. Ouais, carrément, c'est évolutif. Oui, oui. Bah ouais, mais... Tu vois, là, t'as parlé d'Amborella, mais des autres angiospermes aussi. Il faut mettre que Amborella. Ah oui, là, faut mettre qu'un boréen. Ouais. Ah ouais, faut mettre caméra là. Moi, je veux bien réfléchir à comment. Et les types, c'est dans le taxon de l'alphabet ou pas? Alors non, mais attends, ça c'est trop cool. T'as un taxon. On aurait aussi une phylogénie ou une représentation des concepts. De toute façon, c'est le bordel Oh, mais qu'on est oui. censé faire aux journées de la systématique. On n'a qu'à s'entraîner avec les chroniques d'Eli. Ouais. Ça, je C'est suis pas totalement ça. partante. Demandez à Marie Fisler. Mais Diane, t'étais au courant de ces journées de la SFS? Non, mais maintenant, je suis au courant. Mais attends, mais Diane, tu es en train de me dire que... Non, vas-y, je vais pas le dire devant toute la France. Non, il faut être adhérent à SFS. Eh, il y a pas que la- Il n'y a pas que la France dans le chat, hein, il y a aussi la Belgique et Oui, toute la pardon. francophonie qui est Tout à fait, représentée. toute la francophonie. Mhm. Longo aussi, il est chaud pour réfléchir à ce truc. Petit Kraken, les journées de la SFS, c'est du 15 au 17 mai 2023. On balance un... Attends, j'ai peut-être le lien pour la préinscription. Ah non, attends, je vais... mais on balancera l'info encore au large, de toute façon j'en parle tout le temps. Mais non, en mai. Ah oui. Et non, ce sera au muséum. On fera en sorte que tout le monde puisse y accéder. Hein, l'idée, en plus, c'est que on aimerait bien qu'il y ait des gens de divers horizons. Tu vois, je sais pas, donc des gens qui réfléchissent théoriquement, des gens qui sont des utilisateurs de ces concepts. Pourquoi pas, moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui légifèrent sur ces concepts. Pourquoi pas avoir des représentants du ministère de l'Environnement. Pourquoi pas avoir des gens, tu vois, faut voir des gens qui étaient à la COP 15, des gens qui sont dans des bureaux d'études, des gens qui sont des passionnés, des gens qui, enfin voilà. Moi j'aimerais bien que les gens qui utilisent ces concepts, on se retrouve, on voit quel type d'utilisation on a de ces concepts, et puis qu'on dresse une espèce de catalogue organisé de qui produit quoi, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans quel cas, voilà, pour partager sur nos manières de représenter la nature et comment on les utilise. Et alors, si je l'ai pas dit, je le mentionne jamais, c'est un petit truc. Il y a, on le fait en partenariat avec l'IHPST, notamment, surtout Philippe Hunman pour l'instant. L'IHPST, pardon, c'est
Ah merde, faut que je me lance. L'Institut d'histoire et philosophie des sciences et des techniques, je crois. Et eux, ils sont bien branchés avec la SFS depuis longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un truc avec eux, et là, on les a branchés sur le projet. Eux, ça les chauffe trop, donc il y aura des gens de chez eux, des doctorants et tout, qui accompagneront les petits groupes qui vont bosser sur des concepts. L'idée, c'est qu'au bout de 2 jours, on ait une belle représentation, que ce soit un bon point de départ pour et tu vois, l'idée, c'est aussi que on mette, on mette en relief des différences qu'on a entre nous, entre nos conceptions, même si on n'arrive pas à ultra formaliser, mais que ce soit un point de départ, tu vois, un truc. C'est souvent que dans des discussions de systématiciens, ça s'embrouille, ça formalise un peu un truc et ce truc disparaît dans la nature. Et en fait, là, on a envie de formaliser les trucs pour que ce soit des bases pour repenser les trucs, dire, ah, tu sais, là, sur la distinction des deux, j'y réfléchis, hein, tu déconnes, hein, la propriété de blablabla, blablabla. Voilà. Voilà, ça va être mortel. Je suis archi excité par ce projet. Ah bah mortel. Ouais, ce petit lien, c'est juste pour dire ce qui vous brancherait, quoi. Après, on essaiera de faire des groupes qui soient à peu près équilibrés, diversifiés. Oui, parce que on en a pas parlé, mais l'idée, c'est pas de faire un gros truc où tout le monde est dans un amphi de 500 places et puis on écoute, puis on fait son talk au moment venu. L'idée, c'est de faire des petits groupes de travail, avec des retransmissions en grands groupes. Avec des ateliers qui soient un petit peu pensés pour que tout le monde donne son avis, qu'il n'y ait pas une parole un peu écrasante, etc. Voilà, c'est un peu l'idée. Bah cool. Et puis venez le 2 mars, si vous voulez écrire des trucs dans eSystematica, on vous recevra avec du café, des danses. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. Bah voilà, écoutez, bah, on a qu'à clore. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce Café Systema, c'était super. On se revoit le mois prochain. On n'a pas encore de date, mais on vous dira. Et peut-être qu'un jour, tout ça sera téléversé sur YouTube. C'est pas dit que ça n'arrive pas un jour. Cool. Et ben merci à tous. Bise. Bah, merci à tout le monde. Salut tout Ciao. le monde, Merci. merci beaucoup. Ciao le Bonne chat. année, Lyd.